tutoie. Oh, tu me tutoies, non? Je te tutoie. Alors, il faut dire que nous étions complètement irresponsables. Nous n'avions aucune idée de la manière dont on faisait une revue. Nous avions tous une expérience d'auteur, etc. Mais aucun d'entre nous n'avait eu la moindre, responsabilité éditoriale, en tout cas au sens de créer une revue. Nous n'avions aucune idée de la gestion. Les éditions Cartala elles-mêmes commençaient. Alors Robert Agenot avait quand même une expérience d'éditeur à l'Harmattan. Enfin, Cartala est une très jeune maison d'édition. Nous étions un tout petit groupe, une dizaine de personnes. On se connaissait tous plus ou moins entre nous, mais on avait, enfin certains d'entre nous travaillons depuis déjà assez longtemps, enfin relativement longtemps, parce que nous étions des jeunes chercheurs, entre nous, mais on n'avait jamais travaillé collectivement à 10 sur un projet. Donc c'était vraiment un front pionnier, on pourrait dire. Pour te dire aussi la temporalité dans laquelle nous étions, la décision de la revue a été prise en mai, grosso modo, à la fin du mois de mai, si mes souvenirs sont bons. En juin, nous avons eu la première réunion à Bordeaux, sur l'invitation de Christian Coulon. Nous nous sommes mis au travail, donc ce fameux numéro, Le politique par le bas, le numéro 1, et le premier numéro est sorti en novembre. Pour des gens qui n'avaient jamais fabriqué de revue de leur part, c'est pas mal. Et ce numéro, nous l'avons daté de janvier 1981 pour avoir une périodicité basée sur l'année civile, ce qui facilitait les choses pour les abonnements. Nous avions quelques idées, outre cette problématique du politique par le bas en ce qui me concernait, le souci naturellement du terrain, le souci d'émanciper la science politique par rapport au droit, ce qui n'était pas si évident que cela, parce que la section 40 du CNRS venait d'être créée, le doctorat d'État de sciences politiques venait d'être créé, et je le répète, le Centre d'études d'Afrique noire était sous la tutelle en quelque sorte des juristes. Donc la conquête d'une certaine indépendance, d'une certaine autonomie scientifique de la science politique était une idée à l'époque relativement neuve sur le plan institutionnel. Et puis il y avait également le souci d'associer ou d'élargir les études politiques sur l'Afrique à des disciplines sœurs comme l'anthropologie. Nous avons approché Jean Coppens qui a accepté de rentrer dans un comité de rédaction. Nous avions bien entendu le souci d'avoir une très grande indépendance politique, y compris par rapport au gouvernement français ou aux gouvernements africains. Alors là aussi, ça peut paraître complètement une évidence, mais ça ne l'était point à l'époque. Avec aussi, et ça je crois que ça a été ça a été une espèce d'intuition dont nous n'étions pas véritablement conscients, mais qui a véritablement porté chance à la revue. C'est que c'était une revue sur l'Afrique, sur l'Afrique subsaharienne. Je reviendrai sur ça, c'est sans doute une des erreurs que nous avions faites, parmi sans doute beaucoup d'autres. Mais notre démarche avait une dimension comparative. Et c'est évident par rapport aux politiques par le bas. Ce qui fait que d'emblée, politique africaine a été lue par des collègues travaillant sur le monde arabe, travaillant sur la Chine ou sur l'Amérique latine, etc. Donc c'est une revue sur l'Afrique, mais c'était aussi une revue de sciences sociales à part entière, avec une dimension comparative implicite. En revanche, et ça c'est une très très grosse bêtise que nous avions faite, et je crains d'en avoir une bonne part de la responsabilité, de manière complètement erratique, nous n'avions pas pris en considération l'Afrique du Nord, parce que vraisemblablement nous étions assez incompétents, et d'autre part parce que nous avions sans doute quelques répugnances à gêner ou à risquer de gêner une revue qui venait d'être lancée, Peuple méditerranéen, sous la direction de Paul Vieille. Je faisais d'ailleurs partie du comité de rédaction de Peuple méditerranéen, et on avait un petit peu peur de marcher sur leur brisée. Mais je pense qu'il y a eu aussi un effet de circonstances, d'avoir été prisonnier peut-être du découpage justement de ces aires culturelles, du logiciel institutionnel du CEN, et également du CREPAO que venait de créer donc sur l'Afrique orientale François Constant,
Constantin, peut-être aussi un effet de réseau, de sociabilité scientifique. Nous n'avons pas forcément d'alter ego avec lesquels nous travaillons directement dans le monde, comme on dit très méchamment, très vilainement, arabo-musulman. Mais voilà, s'il fallait trouver une grosse bêtise initiale, en voici au moins une. C'est complètement foutraque, hein, il faut bien l'avouer, parce qu'encore une fois, on apprenait le métier sur le tas. Nous avions des réunions de rédaction, enfin, qui étaient des réunions de la revue, parce qu'encore une fois, nous n'étions qu'une petite dizaine de malfaiteurs. Hein. Donc nous nous réunissions pour des comités qui duraient la journée. Et qui était complètement délirant et très joyeux. Alors évidemment, au fur et à mesure que de l'installation de la fatigue, ça devenait de plus en plus délirant. Et on négociait, enfin on discutait de tout. C'est un côté remue-ménage, brainstorming. Et c'est ainsi que d'une part, nous imaginions les numéros, les thématiques des numéros. Nous étions toujours partis sur l'idée que, et c'est un petit peu la demande de Robert Agenot, parti sur l'idée que ce serait une revue à thème, enfin, avec des dossiers, et à l'époque, sans guère de varia, avec également une demande de la part de Robert Agenot que les thèmes, ou au moins certains des thèmes, aient un minimum de visibilité et de potentialité commerciale. Donc une demande insistante, par exemple, pour que nous fassions également des numéros pays. Hein. Donc c'est ces comités de rédaction, ou ces séances de brainstorming, ou éventuellement de thérapie de groupe, d'une part programmaient des numéros, et d'autre part bâtissaient l'architecture en effet ô combien baroque de chacun des numéros retenus, donc le sommaire. Je vais dire des choses horribles, je ne voudrais pas que la nouvelle génération de politique africaine s'évanouisse, mais c'était une époque tout à fait heureuse où nous ne savions même pas ce qu'était par exemple le peer review, et nous partions du principe que le comité de rédaction lui-même pouvait, en son âme, en conscience et en toute souveraineté, commander des articles, juger de la qualité de ces articles, les retenir, éventuellement les faire réécrire, modifier, etc. Donc il y avait une très très grande spontanéité avec une certaine prise de risque. On partait quand même du principe que nous étions des chercheurs, nous étions régulièrement évalués en tant que chercheurs par nos différentes institutions, il en était de même des auteurs que nous sollicitions, et qu'on n'avait pas constamment à produire nos certificats de baptême et à faire vérifier notre compétence. Bon, après tout, si on écrivait des sottises, nous en étions les premières victimes, puisque nous en étions responsables. C'était vraiment le fruit de ces réunions assez harassantes, assez délirantes, où on riait beaucoup. Donc il fallait par exemple trouver des titres, et comme tu le sais, c'est une de mes fonctions dans le métier. Encore aujourd'hui, je fournis pas mal de titres à des collègues qui viennent me voir pour publier leurs travaux personnels, parce que j'ai une vocation rentrée de publicitaire. J'aurais aimé être publicitaire, mais la publicité plutôt britannique vache. Bon, j'avais trouvé une très belle publicité pour les autoroutes, pour la sécurité, la prévention routière. Par exemple, si tous les 100 km on mettait encore vivant avec un point d'interrogation. Voilà, donc c'est le genre de choses que j'aime. Et je me suis défoulé en effet comme rédacteur en chef de Politique africaine. Et on avait donc deux numéros programmés, l'un sur la coercition, sur la violence politique, et l'autre sur
sur l'accumulation primitive de capital. Je ne sais plus très bien comment on était venu à cela. Il est tout à fait possible d'ailleurs qu'on ait construit de manière un petit peu arbitraire ex post ces numéros sur la base d'articles que nous avions, de propositions d'articles ou d'idées d'articles. Enfin, peu importe. L'essentiel, c'était effectivement le papier cadeau. Et nous avions donc trouvé ces deux titres, Le pouvoir de tuer, Le pouvoir d'être riche, qui étaient des titres très provocants, et nous assumions tout à fait la chose, hein, donc ça donnait cela, quoi. Encore une fois, le design, le graphisme a beaucoup vieilli, mais je trouve que les deux titres restent tout à fait remarquables parce qu'ils sont politiquement crus. Parce qu'ils sont scientifiquement justes et parce que ils mettent en page, ils mettent en œuvre des concepts très sérieux des sciences sociales du politique, notamment l'accumulation primitive du capital, le straddling, le chevauchement des positions de pouvoir et des positions d'accumulation. Le grand livre de Gavin Kitching venait de sortir. Jean Coppens avait publié un article dans Le Monde diplomatique sur le débat kényan, et je trouve que le pouvoir de tuer ou le pouvoir d'être riche, c'est plus parlant pour le lecteur que l'accumulation primitive de capital ou le chevauchement des positions de pouvoir, etc. J'aurais même pu parler de l'assimilation réciproque des segments de l'élite, je le faisais dans mon livre L'État au Cameroun. Enfin, comme l'a prouvé la destinée de ce livre, c'est pas très vendable. Donc on avait cette idée, mais sans souci non plus de provocation, hein. Nous n'étions pas du tout, encore une fois, dans une logique militante, mais j'ai toujours pensé qu'un bon cours de sciences sociales du politique doit pouvoir être prononcé en argot, parce que ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement. C'est que Politique africaine a toujours été, on dirait aujourd'hui, un partenariat public-privé, mais nous étions comme M. Jourdain, nous ne savions pas que nous faisions du partenariat public-privé. Donc d'un côté, il y avait une rédaction qui était financée par la puissance publique, l'université, le CNRS, la Fondation nationale des sciences politiques, par l'investissement de ces chercheurs dans la rédaction, mais également par un soutien financier. Je tiens à rappeler que le Centre d'études d'Afrique noire, le CERI et ensuite d'autres institutions ont contribué au financement de la revue directement, et également en mettant à son service du personnel. Je pense par exemple à Hélène Arnaud ou à Sylvias dans le cadre du CERI, qui ont exercé des fonctions éditoriales, enfin de préparation éditoriale de la revue. Donc d'un côté l'argent du contribuable, on peut dire, et de l'autre un entrepreneur, une entreprise privée, Cartala, avec ses critères légitimes d'un minimum de rentabilité et de retour sur investissement. Et je trouve que cet alliage a été très utile intellectuellement, parce qu'il nous a interdit l'entre-soi, enfin, c'est un petit peu notre péché mignon, quoi, la recherche par la recherche. Donc on avait un petit peu, je ne sais pas si c'est un surmoi, mais en tout cas c'est cette demande d'un minimum de lisibilité, également le souci de respecter un calendrier de publication qui était important pour les abonnés. Le partenariat avec une entreprise, un éditeur privé, nous a amené à respecter un certain principe de réalité, ce qui n'est pas toujours le fort de notre corporation, il faut bien le reconnaître, et était également très enrichissant sur un plan intellectuel, parce que dans nos discussions auxquelles participait Robert Agenot, Cartala avait des propositions à faire, ou avait un éclairage à emporter. Les chercheurs n'ont pas le monopole de l'intelligence
l'intelligence ou de la compréhension d'une situation donnée. Nous étions également unis, Robert Agenot et nous-mêmes, par la conviction que une certaine forme de tiers-mondisme était dépassée et peut-être déplacée. Donc, il y avait aussi cette communauté de vues entre Robert Agenot et l'équipe de Cartala sur la nécessité de renouveler le référentiel. Donc ce partenariat très original à l'époque, et je crois qu'il reste assez rare, entre un éditeur privé et une communauté de chercheurs, une association de chercheurs, l'ACPA, a été vraiment fructueux. Cela étant dit, je tiens quand même à rappeler que 2 ou 3 fois, j'ai raccroché mon téléphone au nez de Robert Agenot. Je ne veux pas dire que la relation de confiance était complètement dénuée pas de conflictualité, mais enfin parfois de saines engueulades qui font partie de l'histoire naturelle d'une institution. Donc on n'était pas toujours d'accord entre nous, mais il ne reste pas moins que cette revue créée en 1980 par des chercheurs de la recherche publique et fondamentale et par un éditeur privé, Cartala, en 2019-2020 est toujours présente, fonctionne toujours et a quand même porté une revue pendant plusieurs décennies qui reste l'une des grandes revues internationales de référence sur les questions africaines.